Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité, le chef de l'État a présidé les travaux de la deuxième séance du Conseil des ministres où 3 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Et enfin, dans l'actualité internationale, réunion d'urgence à la Ligue arabe sur la situation à Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, la deuxième séance du Conseil des ministres s'est tenue ce matin sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, où 3 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Écoutons le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf. Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la deuxième séance du Conseil des ministres en ce mardi 23 janvier 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 3 questions. La première question concerne un projet de loi autorisant la ratification du traité portant création de l'autorité intergouvernementale pour le développement, plus connu sous l'acronyme de l'IGAD. Le nouveau traité portant création de l'IGAD a été adopté lors du 14e sommet ordinaire des chefs d'État des pays membres de l'IGAD qui s'est déroulé le 12 juin 2023 à Djibouti. Le nouveau traité se substituera à l'accord portant création de l'IGAD du 21 mars 1986. Ce cadre légal réactualisé vise à renforcer la gouvernance des organes et étend le champ de coopération entre les pays de l'IGAD. Les principaux changements introduits par le nouveau traité portent d'abord sur l'adoption du budget par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement, ensuite la création de 2 postes de secrétaire exécutif adjoint nommés par le Conseil des ministres de l'IGAD, ensuite l'introduction du principe de rotation alphabétique pour la présidence de l'IGAD ainsi que l'ajout de la langue arabe comme langue de travail officielle de l'organisation. Le nouveau traité définit également les domaines de coopération qui sont au nombre de 18 et qui sont pour les principaux la libéralisation du commerce par le développement, la culture ainsi que le sport. Ce traité prévoit et encourage la coopération avec les autres organisations de coopération économique régionale en vue d'atteindre la réalisation des objectifs du traité instituant la communauté économique internationale avec les institutions internationales telles que l'ONU et ses agences spécialisées. La ratification de ce traité permettra de consolider la structure de l'organisation et de soutenir les efforts des pays membres afin de répondre avec ambition aux défis existants et émergents tels que les défis de développement, les défis sécuritaires, sanitaires et environnementaux pour ne citer que ceux-là. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Institut de la statistique de Djibouti, plus connu donc sous l'acronyme de l'INSTAD, pour l'exercice 2024. Le budget prévisionnel 2024 de l'INSTAD est arrêté en équilibre en produits et en charges à 445 902 000 francs Djibouti. Ce budget est en progression de plus de 160 millions par rapport à l'exercice 2023. Les produits de l'exercice sont constitués de la subvention de l'État et les charges d'exploitation de l'INSTAD se chiffrent à 400 millions de francs Djibouti en 2024 contre 279,9 millions de francs Djibouti pour les réalisations de 2023. Les charges de personnel s'élèvent à 346,9 millions de francs Djibouti en 2024 contre 253 millions de francs Djibouti de réalisation en 2023. Les achats et fournitures s'élèvent à 20,7 millions en 2024 contre 14,5 millions en 2023. Cette augmentation est due à la prise en charge de certaines dépenses du 3e recensement général de la population. Les autres charges sont les services extérieurs, 9,1 millions de francs Djibouti, en augmentation de plus de 6,9 millions de francs Djibouti par rapport au budget 2023. Le budget 2024 de l'INSTAD s'inscrit dans le cadre de l'exécution du 3e recensement général de la population et de l'habitat, de la mise en place de différents outils de statistiques ainsi que l'organisation du système national avec la mise en place du Conseil supérieur de la statistique et du comité de programme statistique et de méthodologie. Réécoutons encore le porte-parole du gouvernement lors de la deuxième séance du Conseil des ministres qui s'est tenue ce matin sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, où 3 questions étaient inscrites à l'ordre du jour.
deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2024 de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, donc plus connu sous l'acronyme de l'ANPI. Le budget 2024 de l'ANPI est arrêté en produit à 205 653 000 francs djibouti et en charge à 198 653 000 francs djibouti. Le budget est en augmentation, plus de 17% par rapport aux réalisations de 2023. Les produits qui s'élèvent à 205 millions de francs djibouti sont constitués principalement des prestations de services, 136,9 millions francs djibouti, et de la subvention de l'État, 68 700 000 francs djibouti. Les charges de l'exercice se chiffrent à 198 600 000 francs djibouti en 2024 contre 187 900 000 francs djibouti en 2023. L'ANPI compte investir 7 millions de francs djibouti dans le renouvellement du parc automobile. L'ANPI a acquis un terrain de 100 hectares pour l'édification d'une zone économique spéciale. Afin d'accroître ses revenus, l'ANPI va mettre en place de nouvelles offres de services rémunérés, telles que l'appui au secteur privé dans l'élaboration du plan d'affaires et la perception de commissions sur les terrains à usage de projets vendus pour le compte de l'État. L'ANPI introduira également au titre de l'exercice 2024 une nouvelle disposition d'obligation de dépôt de garantie de bonne exécution concernant les projets d'investissement. L'agence a pour vocation de créer les synergies entre les acteurs intervenant dans la promotion et le développement du secteur privé et compte intensifier ses activités pour contribuer davantage à l'amélioration du climat des affaires, à renforcer l'attractivité de la République de Djibouti pour les investissements directs étrangers et au développement du secteur privé par la hausse des investissements. Direction l'Assemblée nationale où, sous la présidence de l'honorable Katoum Farah Said, la commission de la législation et de l'administration générale des droits humains a examiné le 22 janvier deux projets de loi, à savoir le projet de loi numéro 14 de l'année 2023 de la 9e législature portant adoption de la stratégie en médicaments et produits pharmaceutiques 2023-2027, le projet de loi numéro 15 de l'année 2024, la 9e législature, portant adoption de la politique pharmaceutique nationale 2023-2027. La réunion a eu lieu en présence de Dr Ahmed Roble Abdilé, ministre de la Santé, accompagné des hauts cadres de la santé. Après échange et dialogue, la commission de la législation et de l'administration générale et des droits humains a donné son avis favorable pour la transmission de deux textes pour adoption en séance publique avec des amendements proposés. On reste toujours à l'Assemblée nationale où la commission des finances et de l'économie du plan s'est réunie aujourd'hui avec une délégation d'économistes du Fonds monétaire international dans le cadre de la consultation annuelle sur la gouvernance économique présidée par l'honorable Sharmak Moussa Aré. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'examen au titre de l'article 4 des statuts du Fonds monétaire international qui vise à évaluer les politiques économiques, financières et d'échanges pour chaque État membre. Les membres de la commission ont longuement échangé avec les équipes des experts sur la situation économique du pays. Ils espèrent contribuer positivement au prochain rapport soumis au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi l'Institut national de la statistique de Djibouti qui a organisé ce matin au Camp Peski Palace un atelier de réflexion sur les violences basées sur le genre. Cet atelier de réflexion est une concertation avec toutes les parties prenantes à la question de la lutte contre les violences sur les genres afin de dresser une statistique pour comptabiliser les violences à l'égard des filles et des femmes. À cette occasion, les experts de l'Institut national de la statistique et les représentants de tous les départements sectoriels qui interagissent sur cette problématique ont eu des discussions constructives autour du thème féminicité. À la fin de cet atelier, les participants vont énumérer des pistes de réflexion et des recommandations susceptibles en dénombrant efficient pour comptabiliser les violences à l'égard des filles et des femmes. L'Union
de la presse francophone de Djibouti, en collaboration avec l'Institut français de Djibouti, a lancé hier à l'Institut des études diplomatiques de Djibouti les travaux d'un atelier intitulé Journalisme face aux réseaux sociaux, enjeux et contraintes d'une profession à l'ère de la démocratie numérique. Une vingtaine de professionnels des médias djiboutiens issus de la presse écrite que de l'audiovisuel et de la presse en ligne participent à cette rencontre animée par des journalistes chevronnés. La différence entre les actualités fiables et non fiables sur les forums publics est devenue un sujet récurrent et fréquemment abordé au cours des dernières années. Principe essentiel grâce à la transparence des processus, à une application explicite des principes d'éthique, le rôle spécifique que joue le journalisme d'aujourd'hui repose sur sa capacité à apporter de la clarté et de la confiance autour des contenus vérifiés, afin de garantir la vérité, mais l'exactitude de la description pertinente des faits restant l'un des principes essentiels du journalisme honnête. Aussi, une communication honnête des informations, des événements, des sources et de leurs récits implique le tri, la pondération et l'évaluation des informations selon des critères et perspicacité et d'ouverture d'esprit. En précisant le contexte, en présentant des points de vue différents et divergents, le journalisme suscite la confiance chez les lecteurs ou le spectateur. Mais c'est aussi un risque, et ces risques, il ne faut pas les négliger. Cet atelier est vraiment primordial, en tout cas pour poser les bases de la reconnaissance des fake news, des intox, et comment les reconnaître et les contrer. Eh bien, le président de l'UPF, Kennedy Ibrahim Hussein, a rappelé que le fake news est partout. La langue française parle d'informations mensongères et d'infos contraintes entre info et intox. Mais à l'ère numérique où chaque internaute, chaque usager du smartphone reçoit, diffuse et rediffuse le plus souvent à la vitesse de l'éclair, l'enjeu dépasse beaucoup l'info. Je voudrais vous accueillir aussi ici aujourd'hui pour le lancement de l'atelier sur les fake news. Fake news, c'est de l'anglicisme, mais lorsqu'on dit ça en français, c'est la désinformation, en quelque sorte. Ça veut dire les rumeurs, tout ce qui n'est pas encore authentique et vérifié. Et où les réseaux sociaux et les autres plateformes bruissent de rumeurs, d'informations, qu'on ne peut pas donc vérifier pour le moment. Les journalistes sont amenés à être prudents. Ils sont amenés à être prudents et manier tout ce flux informatif avec précaution, avec professionnalisme, avec toute la rigueur qui s'impose. Eh bien, direction le nord du pays, où le préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Abbas, et le président du conseil régional, Omar Hussein, ont présidé ensemble le premier atelier sur l'élaboration de la stratégie nationale des santé communautaires pour la période 2024-2028. Cet atelier a vu la participation du médecin-chef de Tadjoura, Dr Ibrahim Dembio, le médecin-chef de la région d'Obok, Dr Hassan Ibrahim Mohamed, ainsi que des hauts cadres du ministère de la Santé. Dispensée par un consultant international, cette rencontre a regroupé les leaders communautaires des deux régions du Nord, mais aussi les responsables des différentes administrations décentralisées, telles que le ministère de la Femme et de la Famille, le ministère de la Solidarité, l'UNFD, les représentants de la préfecture, du conseil régional de Tadjoura et d'Obok, ainsi que le ministère de la Santé, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, a d'abord élaboré et validé en juillet 2022 une feuille de route qui répond efficacement aux différents besoins communautaires en matière de santé. La stratégie nationale de santé communautaire 2024-2028 vise à mettre en place un système de santé national qui valorise la prévention en matière de santé et fait de l'approche communautaire des soins de santé primaires le socle pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Les problèmes. Si on a des agents de santé communautaire sur place à Assassan, à Balhou, à Adel ou à Doura ailleurs, qui peuvent nous donner des informations fiables pour nous dire tel est le problème, il y a un problème au niveau de l'eau, il y a un problème au niveau de l'assainissement, il y a un problème au niveau, il y a trop de moustiques. Là, ça permet d'agir en amont. Maintenant, si on a beaucoup de décès de femmes enceintes qui pendant l'accouchement,
on va toujours dire qu'il y a beaucoup de décès, mais on ne saura jamais où est le problème. Si on a des agents de santé communautaire qui peuvent agir en amont pour dire aux femmes, telle femme est enceinte, maintenant je pense qu'elle a un problème d'anémie, il faut partir à l'hôpital. Dire à la femme rapidement, l'enfant n'est pas vacciné, il faut aller à l'hôpital, ça va vraiment permettre d'aider la santé pour mieux appréhender les problèmes auxquels on peut faire face. Eh bien, le département de la santé, à travers ses stratégies, cherche à améliorer la santé de la population djiboutienne à travers une participation active et inclusive. Un de ses mandats, c'est les aspects communautaires. Le principal mandat de l'UNICEF, c'est l'enfant, dans toutes ses composantes. Et dans cette composante, l'UNICEF a essayé de discuter beaucoup avec le ministère de la Santé. Ça a commencé depuis 2015, parce que l'implication et la participation de la communauté, c'est vraiment la base du renforcement du système de santé. On ne peut pas parler de renforcement du système de santé sans vraiment toucher la communauté. Vraiment, les personnes qui s'occupent de l'enfant, ce sont ses parents. Et si les parents ne sont pas impliqués ou ne savent pas ce qui se passe au niveau de la santé, ils vont perdre le temps, ils ne vont pas venir pour chercher les soins. Donc, le ministère nous a vraiment bousculé pour qu'on puisse commencer cette feuille de route. La politique a été validée. Maintenant, c'est la partie la plus importante, ce sont les aspects stratégiques et surtout opérationnels. Chaque région aura son propre plan opérationnel que les officiels avec l'équipe 4 vont suivre. Et nous, à l'UNICEF, nous allons tout mettre en œuvre pour suivre les ministères, pour l'accompagner et pour essayer de mobiliser les fonds et les autres partenaires pour vraiment que cela aboutisse. Je pense qu'on en est bien parti. Je pense que la volonté est là, la volonté politique est là, la volonté du ministère est là, la volonté des partenaires est là, où le ministère va vraiment montrer son leadership et dire voilà, nous sommes appropriés, nous voulons ça et nous allons avoir des résultats dans les temps impartis. Eh bien, écoutons le préfet à présent lors de cet atelier. Je suis vraiment content à ce que la santé puisse tenir compte de la santé, c'est-à-dire la santé communautaire. L'objectif et la mission du ministère de la Santé, soit c'est la santé communautaire, soit c'est la prévention, soit c'est santé curative. Si la communauté n'est pas prise en compte dans toute action, il me semble que le résultat est minime. Il y a eu auparavant, il n'y a pas eu de stratégie, mais il y a eu. D'abord, il faut tenir compte des acquis et l'historique, qu'il y a eu pas mal d'actions qui ont été entreprises en termes communautaires. J'étais dans une sous-région et j'étais impliqué d'une manière effective. D'où on savait, dans cette localité, on savait en amont tous les enfants vaccinés, c'est-à-dire tous les enfants de 0 à 5 ans, toutes les femmes enceintes, en ce qui concerne les maladies chroniques. Il me semble que l'implication effective de la communauté est nécessaire et même impératif. Le fait de mettre en place cette stratégie, il me semble que le résultat est probant. Encore une fois, j'ai dit merci et nous sommes à vos côtés pour pouvoir mener cette activité. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Direction le sud du pays où la Fédération djiboutienne du football vient de lancer officiellement la campagne nationale de détection de jeunes talents qui va s'étaler sur plusieurs mois et couvrir l'ensemble du pays. Le coup d'envoi de cette campagne a eu lieu à Ali Sabié. Les travaux de détection ont été lancés par le président par intérim de la Fédération djiboutienne, Mohamed Yassine, et le préfet de la région, Abdoulmalik Mohamed Banouita, lors d'une réunion à la préfecture de la région. L'événement a eu lieu en présence des autorités locales et des dirigeants des organisations sportives, dont notamment du président de la Ligue des footballs d'Ali Sabié, Djibril Omar, ainsi que Mohamed Ali Afassé, pour cette initiative d'envergure de la Fédération djiboutienne de football qui a mobilisé pour cette région le coach français Sébastien Duc, mandaté par la FIFA pour servir le football djiboutien, ainsi que les coachs locaux, à savoir
Bikila, le sélectionneur national Barthez, Ilyes, ainsi que d'autres, rappelant que le programme de développement des talents de la FIFA a pour mission principale d'investir dans les académies. L'objectif est que d'ici 2026, chaque association membre disposée d'au moins d'une académie ou un centre d'excellence. Il servira également à accompagner les équipes nationales, l'identification des talents et les entraîneurs de haut niveau et les compétitions structurées. Derrière les plus beaux talents du pays soient regroupés régulièrement et faire en sorte que d'ici le mois de juin, on puisse avoir les 20 meilleurs garçons et filles du pays. Ces journées sportives ont pour objectif d'abord, dans un premier temps, de détecter les talents des collégiens et collégiennes et ensuite de les accompagner en leur fournissant l'encadrement et l'aide dont ils ont besoin pour pouvoir développer leur talent, leur capacité physique, leur savoir-faire technique et tactique. Et dans l'actualité internationale, je vous disais dans le titre, la situation dans l'enclave palestinienne était hier au centre d'une réunion d'urgence de la Ligue arabe en Égypte. À Gaza, une personne sur 4 est dans une situation de famine en raison de l'opération de l'armée israélienne et de restriction de l'acheminement de l'aide humanitaire selon l'ONU. Eh bien, l'aggravation de la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza et l'excès de ciblage des civils interpelle la communauté internationale. Les puissances vitales notamment et le Conseil de sécurité en tant que mécanisme international responsable du maintien de la sécurité et de la stabilité dans le monde doivent prendre une décision contraignante de cessez-le-feu immédiate et durable. Toujours dans l'actualité internationale, au moins 2 postes de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une demande pressante de l'Union africaine depuis les illustres. Ah bien, dimanche, le secrétaire général des Nations Unies a fait part de son optimisme sur le sujet d'Antonio Guterres, mettant en avant le feu vert imminent des membres permanents. Dans des déclarations récentes publiques, j'ai vu les membres permanents être favorables à au moins un membre permanent africain, a indiqué le secrétaire général des Nations Unies. Eh bien, les États-Unis, on l'a dit, la Fédération de Russie l'a dit, la Chine s'est montrée positive à cet égard, de même que le Royaume-Uni et la France. Pour la première fois, j'ai donc l'espoir qu'une réforme au moins partielle du Conseil de sécurité des Nations Unies soit possible et pour que cette injustice flagrante soit corrigée, a-t-il déclaré. Et enfin, dans l'actualité internationale, football, pour clore l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire a sombré hier face à la Guinée équatoriale. 4-0 au stade Idipembe, près d'Abidjan. Une deuxième défaite de rang qui risque de la priver du 8e de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants terminent 3e du groupe A avec 3 points et doivent désormais attendre jusqu'à mercredi pour savoir s'ils feront partie des 4 meilleurs 3e qualifiés. Pour les 8e de finale avec une différence de but négatif, -3, la mission semble délicate. Le Nigeria, au petit trot, a quand lui dominé la Guinée-Bissau 1-0 pour se hisser en 8e de finale de la CAN, lundi au stade Houphouët-Boigny à Abidjan. Dans le groupe B, le Cap-Vert déjà qualifié et l'Égypte se sont neutralisés de partout au terme d'un match allaitant à Abidjan qui les envoie tous deux en 8e de finale. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon après-midi à vous.